Comme tous les soirs, 50 minutes de conférence et 20 minutes de débat. Ce soir, nous recevons le docteur Philippe Frogel. Le docteur Philippe Frogel est donc docteur en médecine, docteur ès sciences et titulaire d'un DEA de nutrition. Il est actuellement directeur de l'unité CNRS de génétique à l'Institut Pasteur de Lille. Ses spécialités sont le diabète sucré et la prévention par les techniques de biologie moléculaire et le génie biomédical en diabétologie clinique et expérimentale. Il est titulaire de nombreux prix, je vais citer les 2 derniers prix qu'il a reçus, le prix Minkowski en 1997 et le prix Nestlé L'homme et sa nutrition en 1999. Enfin, il écrit de nombreux articles spécialisés pour des revues de médecine en France et aux États-Unis. Voilà, docteur Philippe Frogel, c'est à vous. Je vous remercie d'être venus si nombreux pour cette conférence qui portera sur les causes de l'obésité, ses dangers, ses causes environnementales et génétiques et ce que nous pouvons faire grâce à l'étude de cette maladie. Tout d'abord, je voudrais vous dire que je pense qu'une société doit se juger à la façon dont elle prépare l'avenir de ses enfants et elle prend soin de leur santé et de leur bien-être. Et à cet égard, on ne peut être qu'être sévère pour notre société moderne qui accepte sans véritable état d'âme qu'une large proportion de ses enfants puissent souffrir de handicap et bientôt probablement avoir des maladies trop précoces qui risquent de les faire mourir beaucoup trop tôt. Et cette inquiétude porte sur l'obésité qui touche de plus en plus les jeunes générations. L'Organisation mondiale de la santé, il y a quelques mois, a tenté d'alerter les gouvernements du monde entier en précisant que l'humanité avait à faire face à une nouvelle épidémie. Et cette fois-ci, pour la première fois, il s'agit d'une épidémie non infectieuse qui était l'obésité. Et cette épidémie survient depuis quelques dizaines d'années et vous allez le voir, elle s'étend très rapidement. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous parler d'une définition de l'obésité. L'obésité, c'est un excès de masse grasse. L'obésité s'évalue de différentes façons. On peut évaluer la masse grasse chez un individu. Le plus simplement, on peut calculer soi-même son degré d'adiposité, d'obésité, par un calcul très simple qui s'appelle l'index de masse corporelle, qui est un rapport entre le poids et la taille au carré, le poids en kilogrammes divisé par la taille en mètres, donc la taille au carré. Et on considère qu'on est en poids normal jusqu'à un index de masse corporelle à 25, on devient en surpoids à partir de 25 à 27, on est obèse à 27 et l'obésité devient sévère à partir de 30. L'obésité devient massive ou morbide, c'est-à-dire accompagnée de complications très fréquentes à partir de 35 ou 40. Et donc, dans cette diapositive, vous pouvez voir comment on peut définir cet index de masse corporelle avec cette préobésité, surpoids et la grande obésité. Vous voyez, une grande obésité pour quelqu'un qui fait 1,75 m apparaît à partir d'un poids dépassant 90 kg. L'obésité croît partout dans le monde et on le voit dans tous les pays, particulièrement aux États-Unis, où en 1980, environ 10% de la population était obèse. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 25% de personnes obèses aux États-Unis et on estime qu'en 2030, près de la moitié des Américains souffriront d'une obésité sévère. Si on regarde d'autres pays, la tendance est la même. Dans notre pays, en France, on peut se féliciter qu'aujourd'hui, dans la population adulte,
l'obésité est beaucoup plus faible qu'aux États-Unis et que la croissance est moins importante. En réalité, il ne faut pas trop se rassurer, car si c'est vrai dans les populations adultes, chez l'enfant, l'obésité croît de manière exponentielle. Dans les 5 dernières années, le nombre d'enfants obèses a doublé, et ce qui est pire, c'est que le nombre d'obésité extrêmement sévère, commençant avant l'âge de 5 ans, a été multiplié par 4. Si on regarde donc cette prévalence de l'obésité, c'est-à-dire la fréquence de l'obésité, on voit bien les différences d'un pays à l'autre, mais on sait très bien aussi que nous allons, dans nos pays, très probablement rejoindre les États-Unis dans les prochaines années. L'obésité de l'enfant est quelque chose de grave. C'est quelque chose de très sévère parce que avoir une obésité à l'âge de 3 ou 5 ans est un risque important de garder cette obésité qui va s'aggraver à l'âge adulte. Et comme on le voit ici, un enfant de 3 à 5 ans qui est obèse a un risque de 25% de devenir obèse s'il n'a pas de parents obèses, mais s'il a au moins un de ses parents qui est obèse, le risque est de l'ordre de 60%. Ce qui signifie que l'obésité de l'enfant a un support en partie génétique et qu'il faut la prévenir le plus tôt possible si on veut éviter qu'elle s'installe. L'obésité n'est pas qu'un problème esthétique, ce n'est pas simplement qu'un problème médiatique. L'obésité est surmédiatisée et sous-médicalisée. En réalité, c'est un facteur de risque très important de mortalité et de surmorbidité. On le voit bien aux États-Unis, la mortalité liée aux problèmes alimentaires, donc avant tout à l'obésité, est quasiment aussi importante que la mortalité liée au tabagisme. En fait, quand on regarde le risque de mortalité précoce en fonction de l'obésité, de l'index de masse corporelle, on s'aperçoit que cette augmentation apparaît assez tôt, dès un index de masse corporelle de l'ordre de 25, monte assez doucement, puis ensuite va monter extrêmement rapidement à partir d'un index de masse corporelle dépassant les 30 à 35. Et donc, l'essentiel de la surmortalité est lié à ces obésités massives. Obésité massive qui, aux États-Unis, touche environ 3% de la population et qui touche en France, aujourd'hui, 0,5% de la population française. On le voit bien ici en fonction de la mortalité liée à l'obésité. Il s'agit ici de la mortalité coronarienne, donc mortalité cardiaque chez la femme américaine. Vous voyez cette augmentation d'abord progressive, puis ensuite extrêmement importante. Mais ce qui est le plus important, c'est que l'obésité est le principal facteur de risque de diabète, et particulièrement de diabète de type 2, ce qu'on appelle aussi le diabète gras. Dans le monde aujourd'hui, il y a 150 millions de diabétiques, 80% d'entre eux sont obèses. Il y aura dans 20 ans 250 millions de diabétiques, et là encore, la plupart d'entre eux seront obèses. On voit bien ici le risque de diabète en fonction de poids, avec une augmentation là de type aussi exponentielle, ce qui signifie que si on continue à avoir une augmentation du nombre de très grands obèses, on va avoir une explosion du nombre de diabétiques dans le monde. Il y a quelques années, aux États-Unis, est apparue une nouvelle maladie. Elle est apparue chez des enfants, en moyenne de l'âge de 11 ans, issus en général des minorités noires ou hispaniques, obèses, et qui sont devenus diabétiques. Cette maladie est devenue une véritable épidémie, extrêmement fréquente dans les banlieues du sud des États-Unis et des grandes villes de type New York ou Chicago. Et les premiers cas de ce diabète atypique de l'enfant, quasiment intraitable, sont apparus en France l'année dernière. Il y a tout à craindre que ce type de diabète lié à l'obésité chez l'enfant
totalement inconnu jusqu'à présent, va s'étendre en Europe dans les prochaines années. Alors, l'obésité, c'est quoi? L'obésité, c'est la résultante d'un déséquilibre entre l'apport énergétique, ce que l'on mange, et entre les dépenses énergétiques, notre exercice, ce qu'on fait, notre activité physique. En fait, une obésité ne se fait pas en 3 jours, ça se fait en plusieurs années, ça se fait en plusieurs dizaines d'années, et le déséquilibre est tout à fait mineur. On peut calculer que si vous prenez 100 calories de trop par jour pour un régime qui est en général d'environ 2000 calories par jour et par personne, au bout de 365 jours, vous avez pris 5 à 6 kilos. Et donc, si on continue ça pendant 4 ou 5 ans, vous pouvez constituer une obésité. Les déséquilibres énergétiques dont on parle et qui sont responsables de cette obésité portent sur moins de 1% de l'ensemble de l'apport énergétique. Et donc, ce déséquilibre est apparemment très faible, mais suffisant pour que progressivement apparaissent les excès de masse grasse. Cette diapositive est extrêmement simple. En réalité, derrière cette petite balance, il existe de très nombreuses protéines, probablement des centaines de protéines qui interviennent, des senseurs qui vont mesurer votre masse grasse, mesurer vos besoins et qui vont tenter d'ajuster tout ça pour que cette balance soit équilibrée. Le problème que nous avons, c'est que dans la vie sauvage, vous pouvez prendre tous les animaux connus, cette balance est parfaite. Dès qu'on passe à une activité sédentaire, à ce moment-là, la balance se déséquilibre et l'obésité apparaît. C'est connu chez l'homme, bien entendu, mais c'est aussi connu chez les animaux de compagnie. Combien de chiens, combien de chats sont obèses liés à l'alimentation que nous leur donnons et la diminution de leurs dépenses énergétiques. Donc ce n'est pas propre à l'homme de devenir obèse, c'est propre à la vie que nous menons et la vie que nous faisons mener aussi à nos animaux de compagnie. Maintenant, qu'est-ce qui fait que certaines personnes deviennent obèses et certaines ne deviennent pas? L'obésité est une pathologie qui est complexe et qui va résulter d'interactions à de multiples facettes entre des facteurs génétiques et entre des facteurs d'environnement. Alors je suis généticien et je vais vous présenter dans la deuxième partie de cet exposé des arguments pour montrant le rôle de gènes dans la survenue de l'obésité, mais je ne voudrais pas que vous croyiez que l'obésité c'est une prédestination, l'obésité c'est une fatalité et que c'est dans nos gènes, on va devenir obèse, on ne peut rien y faire. Les vrais responsables, c'est l'interaction entre notre mode de vie et nos facteurs génétiques, ce qui est en nous. Le rôle des facteurs environnementaux, notre mode de vie, est très important. Ce que fait notre mode de vie, c'est d'interagir sur nous-mêmes, ce qui fait nous-mêmes, c'est-à-dire notre patrimoine génétique, va entraîner des modifications dans l'activité de nos gènes, dans la production de nos protéines, dans l'activité de nos protéines, et en fin de compte, quand il y aura une pression trop forte de l'environnement en faveur de l'obésité, nos gènes vont réagir de façon à favoriser le stockage de l'énergie et l'obésité va apparaître. Les vrais responsables sont là. Je pourrais peut-être m'arrêter maintenant de parler car c'est ça les vrais responsables. Et je voudrais m'arrêter 1 minute pour parler de ces responsables. Aux États-Unis, on appelle ça la junk food. En France, on appelle ça la malbouffe. Ce qui est en cause ici, c'est la McDomination des assiettes, c'est la Coca-colonisation des esprits partout dans le monde, en particulier dans les pays émergents. Mais une fois qu'on a dit ça, je voudrais qu'on s'arrête 1 seconde et qu'on réfléchisse à nos propres responsabilités. Car c'est facile de montrer des boucs émissaires, que sont McDonald's et Coca-Cola. C'est un peu facile quand on sait qu'en réalité, beaucoup d'autres facteurs interviennent, et en particulier la sédentarité, la diminution de l'activité physique,
la diminution de tous les sports et surtout la voiture. Il y a une épidémie d'obésité dans le monde et je vous remontre une diapositive qui le montre. Vous voyez, en 1960, il y avait environ 20% d'obèses aux États-Unis et comme je le montrais tout à l'heure, aujourd'hui nous en sommes à 25-30%. Les Américains de 1960 mangeaient plus que les Américains de l'an 2000. Les Américains de 1960 mangeaient plus de graisse que les Américains de l'an 2000. Et pourtant, comme vous le voyez ici, l'obésité a fortement augmenté dans les deux sexes. Il y a un seul facteur qui est corrélé parfaitement avec cette augmentation de l'obésité, c'est le nombre de voitures aux États-Unis. Et donc les vrais responsables s'appellent probablement Ford, s'appellent General Motors et s'appellent en France Renault, Peugeot et Citroën. Et donc il faut bien qu'on comprenne que c'est facile d'incriminer la malbouffe, mais le tout voiture est probablement au moins aussi responsable de l'obésité que ce qu'il y a dans nos assiettes. Je vous ai dit que l'obésité est une maladie multifactorielle, c'est-à-dire que les facteurs d'environnement, ce que nous mangeons, ce que nous faisons, notre stress, vont intervenir sur nos gènes, sur notre patrimoine génétique, sur notre programmation génétique, pour entraîner progressivement, dans certains cas, une obésité. Ce que nous devons comprendre, c'est que nous sommes différents d'une personne à l'autre et qu'il existe ce qu'on appelle des polymorphismes génétiques, c'est-à-dire des variations de nos gènes qui vont réagir différemment à l'environnement. Et que selon l'environnement, un gène va réagir différemment. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il existe des environnements où un gène va être positif pour notre santé. Il va exister des environnements pour lesquels un gène va être négatif et délétère à notre santé. Et pourtant, c'est exactement le même gène. Et c'est un petit peu comme ça qu'on peut comprendre l'épidémie d'obésité aujourd'hui dans le monde. Nos gènes sont les gènes de l'homme de Cro-Magnon. Contrairement à ce qu'on croit souvent, l'homme de Cro-Magnon était extrêmement bien nourri. On le voit bien quand on regarde les ossements de l'homme de Cro-Magnon. Il y avait peu de famine. C'était un chasseur. Il faisait de la cueillette. Et en fait, en tout cas, les squelettes qu'on a retrouvés ne semblaient pas souffrir de malnutrition. Et puis est venue au néolithique l'agriculture. Et puis est venue la famine, la pléthore des bonnes années, la disette des mauvaises années. Et dans les mauvaises années, il fallait survivre. Et ceux qui ont survécu, avant tout, étaient ceux qui étaient capables de stocker l'énergie quand il y en avait et de l'économiser quand il n'y en avait pas. Et la sélection naturelle, en particulier dans des populations isolées vivant dans des conditions extrêmement difficiles, a probablement sélectionné les individus qui résistaient le mieux à la famine, qui avaient ce que nous, les généticiens, on appelle le génotype d'épargne énergétique. Ceci a permis à l'homme d'exister jusqu'à maintenant, de se multiplier, et puis les progrès ont entraîné l'augmentation des productions agricoles et ce qu'on a maintenant ici, c'est-à-dire un accès illimité à la nourriture. Et ce qui était un avantage pour l'espèce humaine est en train de devenir un inconvénient, car nous autres qui sommes les descendants des stockeurs d'énergie, eh bien nous avons tendance, puisque nous mangeons à notre faim, voire plus qu'à notre faim, à stocker l'énergie plutôt qu'à la dépenser, en prévision de temps qui risque un jour d'être plus difficile. Et donc, ce génotype d'épargne pourrait expliquer pourquoi dans certaines populations qui brutalement sont passées d'un mode de vie traditionnel au mode de vie occidental, c'est ce qu'on appelle la mondialisation, pourquoi l'obésité a explosé chez eux. Je vais vous citer deux exemples. Un exemple qui sont les Indiens d'Amérique, enfin ceux qui n'ont pas été tués par l'homme blanc, et qui, dans les années 50, ont été étaient dans leurs réserves et ont adopté le mode de vie américain, sans travailler parce que dans une réserve, il n'y a pas de travail, mais si on reste dans sa réserve, on a droit à des allocations familiales et de l'argent pour vivre.
Aujourd'hui, il y a 70% à 80% des Indiens Pima d'Arizona, à Phoenix, qui sont obèses, et 40 à 50% développent un diabète avant l'âge de 50 ans. Un deuxième exemple sont des Mélanésiens d'une petite île du Pacifique qui s'appelle l'île de Nauru, magnifique petite île, 8000 habitants. Du nickel est découvert, exploité à ciel ouvert par les Australiens, qui détruisent l'île paradisiaque. Les habitants qui vivaient de la pêche ne peuvent plus faire de la pêche, vivent des royalties qu'ils reçoivent de la compagnie australienne et deviennent obèses. 80% d'obèses, 55% de diabétiques et une mortalité en augmentation extraordinaire et une île saccagée. Ces exemples-là montrent que quand on passe brutalement d'un mode de vie à un autre, mode de vie qui devient obésogène, dans ces populations isolées, dans lesquelles très probablement des gènes d'épargne énergétique ont été concentrés pour résister, ne serait-ce que pour passer d'une île à l'autre et survivre à des moments difficiles, eh bien dans ce cas-là, ce changement d'époque, ce progrès avec beaucoup de guillemets, peut devenir mauvais. L'obésité est-elle génétique ? Elle l'est en partie, en tout cas c'est une maladie qui est en partie familiale. Les études de jumeaux ont montré que si vous prenez des jumeaux qui sont donc identiques sur le plan génétique, vous les regardez à l'âge de 30 ans, de 40 ans, ils ont à peu près toujours le même poids. Ceci a même été fait dans le nord de l'Europe. Dans le nord de l'Europe, il existe des registres extrêmement bien faits des jumeaux, et en particulier aussi des enfants qui sont abandonnés par leurs parents et adoptés. Il arrive que parmi ces enfants, hélas, abandonnés par leurs parents, il y ait des jumeaux, que ces jumeaux soient séparés et qu'ils soient élevés par des parents adoptifs différents, certains étant minces, certains étant gros. Eh bien, quand on regarde 30 ans après ce que sont devenus ces jumeaux, on s'aperçoit qu'ils sont extrêmement ressemblants sur le plan de la corpulence. Et si on retrouve leurs parents, les vrais parents biologiques, eh bien, ils ressemblent à leurs parents biologiques et pas du tout à leurs parents adoptifs. Et ce sont ce type d'arguments qui montrent l'importance des gènes dans la corpulence. Ce qu'on peut mesurer, calculer, c'est le risque relatif de devenir obèse si vous avez quelqu'un dans votre famille qui est aussi obèse. Par exemple, votre frère et votre sœur est obèse, quel est le risque de le devenir ? Eh bien, il est de l'ordre de 3 à 7. Nous avons calculé récemment à Paris, dans une population très obèse, au département de nutrition à l'Hôtel-Dieu, qui était de l'ordre de 10, mais pouvait monter à 15 quand on parlait d'obésité à début précoce dans l'enfance. Ce qui veut dire que dans une famille avec un enfant obèse, eh bien, son frère, sa sœur, qui vient de naître, a un risque multiplié par 10 ou 15 de devenir lui aussi obèse. Et ça, c'est un argument en faveur du rôle de gènes dans l'obésité. S'agit-il d'une tendance à manger trop? S'agit-il d'une tendance à ne pas dépenser l'énergie, à faire de l'épargne énergétique? Une expérience très importante a été faite il y a une dizaine d'années par un chercheur québécois qui a étudié des jumeaux, qui l'a surnourri pendant 3 mois et a regardé leur évolution. Et comme vous le voyez ici, vous voyez les changements de masse grasse. Si vous prenez le jumeau A et le jumeau B, vous voyez que c'est extrêmement, extrêmement similaire. Mais par contre, si vous comparez d'une paire de jumeaux à l'autre, vous voyez que les différences sont très importantes. Cette paire de jumeaux a pris 3 kg de graisse. Cette paire de jumeaux n'a strictement rien pris. Ce qui veut dire que certains individus sont programmés génétiquement pour résister à la suralimentation, c'est-à-dire à notre nourriture de tous les jours, alors que d'autres, qui n'ont pas de chance, en tout cas dans notre période actuelle, vont avoir tendance à grossir quand ils sont soumis à un régime trop riche ou contenant trop de graisse. Ce sont ce genre d'arguments qui montrent, là encore, l'importance des facteurs génétiques. Comment interviennent ces facteurs génétiques? Eh bien, dans certains cas, il s'agit de ce qu'on appelle des maladies monogéniques. Un gène ne fonctionne pas. Ce gène est très important
dans le contrôle du poids, et en général, ce sont des gènes qui interviennent dans le contrôle de l'appétit. Et comme je vais vous le montrer bientôt, ça entraîne des obésités très sévères survenant très tôt dans la vie. Pour le reste, pour monsieur et madame tout le monde, les choses sont beaucoup plus compliquées. Il y a certes des gènes de prédisposition à l'obésité, mais qui n'agissent, comme je vous l'ai expliqué, qu'en interaction étroite avec l'environnement. Mais il existe aussi des gènes de protection, et c'est l'interaction compliquée entre les gènes de protection et de prédisposition à l'obésité qui vont faire qu'en fin de compte, on va avoir tendance à avoir un poids stable ou un poids qui va augmenter avec l'âge. Quand on sait ça, on peut se dire qu'on peut utiliser la génétique comme un outil pour comprendre l'obésité, les causes de l'obésité. Cet outil, on appelle la génétique inverse. Vous partez de quelque chose que vous comprenez mal, et puis vous allez essayer de trouver le ou les gènes qui interviennent dans le risque de développer la maladie, et à partir de là, vous allez essayer de comprendre la maladie pour mieux la prévenir ou la guérir. Cette stratégie consiste tout d'abord à collecter des familles comportant plusieurs membres atteints par cette maladie, à explorer les gènes de ces familles, soit certains gènes particuliers, parce qu'on a une idée de ça, soit l'ensemble du génome, des 23 paires de chromosomes, pour ensuite identifier une région du génome sur tel ou tel chromosome qui joue un rôle important dans la maladie, puis ensuite d'identifier le gène et les anomalies. Pour faire ce genre de travail, encore faut-il avoir des familles qui participent et qui collaborent, qui ont envie d'aider à faire progresser la recherche. Ceci a été fait en France depuis 1993, à partir d'affiches dans le métro, de participation de la presse et dans le service de nutrition à l'Hôtel-Dieu, puisqu'aujourd'hui, environ 1000 familles françaises ont participé à ces études et donc collaborent activement à la recherche pour qu'on puisse étudier à partir de leurs gènes, mais aussi à partir des questionnaires, des examens cliniques auxquels ils ont accepté de participer, qu'on puisse comprendre pourquoi certains d'entre eux deviennent obèses ou sont devenus obèses. Les progrès actuels sont venus de ces familles, mais sont venus en réalité beaucoup des formes très particulières et très sévères d'obésité. C'est ce qu'on appelle les paradigmes génétiques, c'est-à-dire ces formes monogéniques d'obésité survenant très tôt dans la vie. Pour réaliser ce type de travail chez l'homme, encore faut-il les reconnaître, et devant un enfant obèse ou un adulte obèse, il n'y a pas de moyen très particulier de dire vous avez une forme monogénique d'obésité. Et c'est pourquoi, dans l'obésité, les progrès sont venus des études d'animaux, de petites souris qui étaient spontanément obèses, et du travail des généticiens, obstinés des généticiens pour trouver ces gènes. Ces souris s'appellent du nom de OB-OB, c'est-à-dire obèses, ou DB-DB, diabétiques, sont apparues spontanément dans des élevages dans les années 50 et ont été étudiées par de très nombreux chercheurs. Une des expériences qui a été faite dans les années 60, un peu barbare, qui d'ailleurs peut-être aujourd'hui ne serait plus autorisée, est de faire des circulations sanguines croisées entre certaines de ces souris, et qui ont montré que la souris OB-OB, il lui manquait un facteur satiétogène, un facteur qui lui permettait d'arrêter de manger, et que sa consoeur, la souris DB-DB, qui lui ressemble extraordinairement, ce qui lui manquait, c'était le récepteur de cette hormone. Un petit peu comme la clé et la serrure. La clé, c'est l'hormone qui va diminuer l'appétit, contrôler le poids. La serrure, c'est le récepteur, cette protéine qui est au niveau du cerveau, qui va recevoir l'hormone et qui va contrôler le poids. À partir de ce travail, et nous sommes là à la fin des années 94-95, brutalement, on a commencé à comprendre quelque chose dans le contrôle du poids. On s'est aperçu que l'adipocyte, c'est-à-dire la cellule adipeuse, n'est pas simplement qu'un réservoir de graisse, mais c'est aussi un organe endocrine qui produit une hormone. Cette hormone s'appelle la leptine. Cette leptine
qui est le produit qui manquait dans la souris OBOB, circule dans le sang, va se fixer au niveau du cerveau, dans une zone particulière qu'on appelle l'hypothalamus, et là, va contrôler la faim. En fait, ce qui se passe au niveau de votre cerveau est extrêmement compliqué. La leptine se fixe effectivement quelque part au niveau d'une zone particulière de l'hypothalamus, et puis beaucoup d'autres facteurs interviennent, différents neurones interviennent. Il s'agit d'un réseau extrêmement compliqué qui va permettre le contrôle de l'appétit, mais aussi des dépenses énergétiques. On arrive à ce moment-là à une théorie du contrôle du poids qui est la suivante. Si un animal, une souris, augmente son poids, elle va augmenter la taille de ses cellules adipeuses, produire de la leptine. Cette leptine va se fixer au niveau du cerveau et va entraîner une diminution de la prise alimentaire et une augmentation des dépenses énergétiques. Inversement, si la souris maigrit parce qu'elle n'a pas d'accès à l'alimentation, à ce moment-là, au niveau du cerveau, la diminution de leptine va entraîner une augmentation de la faim, une diminution des dépenses énergétiques et une diminution des fonctions reproductrices. Et ça, c'est très important, car dans la vie animale, l'esthétique ne joue pas un rôle très important. Le tissu adipeux, c'est ce qui permet à la gestation de se faire jusqu'à son terme et donc à l'espèce de se reproduire. Quand il n'y a pas assez à manger, il faut éviter à tout prix une gestation qui risque d'aboutir à la mort de l'animal. La découverte de ces gènes chez les souris a été un progrès extraordinaire puisque enfin on a commencé à comprendre comment on contrôlait le poids dans les espèces supérieures. Vous savez, nous ressemblons beaucoup à une souris, en dehors des moustaches, et nos gènes sont à 90% identiques. Ce qui fait qu'à partir des gènes de souris responsables d'obésité, on peut tout à fait regarder chez l'homme si ces gènes sont aussi responsables d'obésité. Et c'est ce qui a été fait, et effectivement, dans une certaine mesure, une partie de ces gènes entraîne l'obésité chez l'homme. 2 mutations dans 2 familles différentes ont été montrées chez des enfants extrêmement obèses, une obésité qui commençait à l'âge de 3 mois, et ces enfants avaient une mutation du gène de la leptine. Ça veut dire que dans leur sang, il n'y avait pas de leptine qui était produite, et ces enfants vivaient en permanence avec la faim au ventre, se battaient pour la nourriture, et étaient donc dans ces situations où il fallait toujours qu'ils mangent, malgré une obésité qui devenait de plus en plus monstrueuse. La découverte de cette anomalie a été importante pour ces enfants, puisque un traitement leur a été donné par cette leptine, et ces enfants, ça a été annoncé il y a quelques mois, sont actuellement guéris, puisqu'ils ont reperdu complètement leur obésité et leur poids est redevenu normal. Bien entendu, si on arrête du jour au lendemain la leptine, les injections de leptine, ces enfants regrossiront, mais pour l'instant, les médecins anglais qui les ont traités ont permis, d'une certaine façon, de les guérir. Le problème, c'est que plus on grossit, plus la leptine est élevée, et donc la leptine n'est pas l'explication de l'obésité humaine en général. Il existe même une inefficacité, une résistance à la leptine chez l'obèse qui l'empêche de contrôler notre alimentation. Et si on regarde des gens très gros, et là vous voyez des femmes qui ont un index de masse corporelle entre 40 et 80, c'est-à-dire des poids entre 90 kg et 200 kg, on s'aperçoit qu'effectivement, plus ils sont gros, plus ils ont une leptine élevée, mais qu'il y a une très très grosse différence d'une personne à l'autre pour la même obésité. Et ceci suggère que ces personnes très obèses qui ont un taux d'hormone de leptine, donc inefficace, très élevé, pourraient avoir une résistance extrême à la leptine qui se passerait au niveau de leur cerveau. Et ceci a été démontré dans cette famille, chez ces 3 sœurs, dont l'obésité a commencé à 1 semaine de vie. Ce sont des enfants, des bébés qui réclamaient tout le temps le sein et ensuite le biberon à leur mère et qui ont développé cette obésité extraordinaire dès les premières années de la vie. Obésité
qui étaient impossibles à juguler. Il y a eu des tentatives de régime qui ont été un échec total puisque ces enfants avaient toujours faim. Ces enfants faisaient partie, ces 3 sœurs, d'une famille consanguine d'origine kabyle dont les parents étaient petits cousins et c'étaient les seuls véritables obèses de la famille. Leur taux de leptine était à peu près à 20 fois la normale, ce qui a fait imaginer qu'il pouvait y avoir une anomalie au niveau du récepteur de la leptine, c'est-à-dire au niveau de la serrure de cette clé qu'est la leptine. Effectivement, nous avons pu trouver une anomalie génétique au niveau de ce gène qui entraînait la production d'une protéine qui était tronquée, anormale, incapable d'accepter la leptine et donc de transmettre son signal. La protéine, le récepteur de la leptine de ces enfants, était tronqué, incapable de se fixer au niveau du cerveau et donc incapable de réguler l'appétit. Mais ces enfants n'avaient pas qu'une obésité. Ils avaient une absence totale de puberté. Ils avaient aussi des anomalies au niveau de la glande thyroïde. Ils avaient aussi une petite taille avec une anomalie de l'hormone de croissance. Et ceci nous a permis d'imaginer, de comprendre que la leptine, finalement, sa fonction n'est pas que de réguler le poids. Je vous ai parlé de réguler aussi la reproduction humaine, mais aussi de réguler de très nombreuses fonctions métaboliques humaines. Et ceci montre bien que ces différents systèmes sont étroitement reliés les uns aux autres et que le poids n'est qu'une illustration, qu'une fonction du fonctionnement général de notre organisme et que tout notre organisme est relié et qu'au niveau du cerveau, il existe des mécanismes de contrôle à la fois de notre poids et à la fois de l'ensemble de notre métabolisme. Ces anomalies génétiques sont extrêmement rares, quelques familles dans le monde. Mais maintenant, les chercheurs ont beaucoup progressé pour comprendre ce qui se passe au niveau du cerveau, quelles sont les protéines qui interviennent pour augmenter ou pour diminuer l'appétit. Sans rentrer dans des détails difficiles, il existe une voie qui est très importante, qui est cette voie-là. Il existe un gène qui s'appelle POMC, qui contrôle au niveau de l'hypophyse, petite glande au niveau de la base du cerveau, la production de différentes hormones, dont l'une qui s'appelle la mélanocortine, qui intervient directement pour diminuer la prise alimentaire et donc pour entraîner la satiété. Le gène POMC fabrique de nombreuses hormones et intervient sur beaucoup de choses. La production de cortisol, la pigmentation de la peau, la régulation de la prise alimentaire et les fonctions cardiovasculaires. Et on pouvait imaginer qu'une anomalie de ce gène allait entraîner des anomalies multiples. Et ceci a été le cas avec cet enfant qui avait une coloration rouge des cheveux parce que la mélanocortine ne se fixait pas normalement et donc les cheveux avaient une coloration anormale. Cet enfant était obèse et cet enfant avait une insuffisance au niveau des glandes surrénales de production de cortisol. Et cette découverte a permis au service de pédiatrie de s'apercevoir qu'effectivement, ils avaient des patients qui avaient ces anomalies et donc de faire un diagnostic. Et à partir de ce diagnostic, de proposer un traitement. Aujourd'hui, ces enfants commencent à être traités par une hormone qu'on leur donne par voie nasale, et les premiers résultats semblent encourageants. Ce qui veut dire que ces cas extrêmement rares, extrêmement sévères, faire de la recherche, comprendre les causes, peut permettre aussi de les soigner, voire de les guérir. Ainsi donc, ces quelques mutations, ces quelques anomalies génétiques sont rares, sont graves et montrent bien que l'interaction entre la régulation du poids et la régulation des fonctions endocrines. Tout ça ne donnait pas un gène d'obésité fréquent et qui ne donnait qu'une obésité sans autre anomalie. Et ce gène a été découvert il y a quelques mois.
C'est le récepteur de la mélanocortine, hormone dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce récepteur permet à la mélanocortine de diminuer la prise alimentaire et de contrôler le poids. Le progrès est venu de l'animal. Il existe aujourd'hui des techniques d'invalidation des gènes. C'est ce qu'on appelle le knock-out des gènes, terme imagé pour dire qu'un gène ne va plus fonctionner. Et une souris knock-out sans récepteur d'aménocortine a été fabriquée et cette souris est devenue obèse. Voilà ici la souris normale et la souris sans ce gène devient extrêmement obèse. À partir de là, il était possible d'imaginer que la même chose existait chez l'homme. Et ceci a été montré dans cette famille française qui présentait une obésité familiale débutant très tôt dans la vie, à l'âge de 10 ans pour cet enfant, plus sévère chez les femmes que chez les hommes. Et ceci rappelait tout à fait les souris chez lesquelles on avait invalidé ce gène du récepteur à la mélanocortine. Et le travail sur cette famille a permis de montrer qu'à cet endroit-là de le récepteur, il existe une mutation qui bloquait la synthèse de la fin de cette protéine et dont inactivait complètement cette protéine. Le signe clinique de cette famille est une obésité pure. La seule caractéristique particulière est une survenue tôt dans la vie, 10 ans chez les filles, 20-25 ans chez les garçons. Et cette obésité n'a aucune autre particularité. Et ceci est important pour l'avenir parce que découvrir ce gène, qui n'est responsable qu'une augmentation du poids, permet d'envisager d'utiliser ce récepteur comme une cible à un nouveau médicament. Si on arrive à stimuler ce récepteur par un médicament, on pourra éventuellement contrôler mieux l'appétit et donc trouver un médicament efficace contre l'obésité. Est-ce qu'on parle de choses extraordinaires, très rares? Pas du tout. Aujourd'hui, environ 5%, même plus de 5% des grandes obésités en France, familiales, ont une anomalie de ce gène. Ceci n'est pas extraordinaire, mais par rapport à la poignée de familles avec des anomalies connues jusqu'à présent, nous avons fait un progrès quantitatif extrêmement important. Donc, il existe des formes monogéniques d'obésité, donc on peut progresser et comprendre. Certes, ça ne touche pas l'obésité de Monsieur Tout-le-Monde, mais à partir de ces découvertes, on peut découvrir des médicaments qui seront efficaces chez tout le monde et donc découvrir de nouveaux médicaments de l'obésité. L'obésité de Monsieur et Madame Tout-le-Monde est quelque chose de compliqué et je vous l'ai dit, de multifactoriel. Les gènes jouent effectivement un rôle, mais notre environnement est prépondérant. Si on veut comprendre ce type d'obésité, il faut véritablement faire ce qu'on appelle une dissection de cette maladie, comprendre l'influence des différents gènes et comprendre leur interaction avec l'environnement. Tout ça pour dire que le travail du généticien est extrêmement compliqué et qu'il doit se faire en interaction étroite avec le médecin, avec le physiologiste, pour réellement comprendre ce qui se passe. Jusqu'à présent, certaines pistes ont été explorées avec des succès, disons, assez faibles. Mais certains gènes ont été retrouvés. Ces gènes interviennent sur le stockage de l'énergie et sur la mobilisation des graisses en stimulation à l'adrénaline, c'est ce qu'on appelle en stimulation par le stress. L'un de ces gènes s'appelle le récepteur adrénergique numéro 3. Si je vous en parle, c'est simplement pour vous expliquer que ce gène, quand il est muté, quand il est anormal, n'est pas suffisant pour rendre obèse. Mais si vous prenez une population d'obèses et que vous regardez ceux qui n'ont pas cette anomalie génétique par rapport aux femmes, puisque ça a été fait ici chez les femmes qui ont cette anomalie génétique, vous voyez bien qu'avec l'âge, il y a une aggravation de l'obésité. Il ne s'agit donc pas d'un gène d'obésité, mais d'un gène d'aggravation de l'obésité et ce qu'on appelle un gène de modification. Un autre exemple
a été une protéine qu'on appelle découplante, qui est une protéine qui produit de l'énergie à partir de nos muscles et qui permet à l'exercice physique de nous faire dépenser de l'énergie. Cette protéine découplante, il existe des anomalies génétiques, une anomalie génétique qui, quand elle est présente, est associée à un index de masse corporelle augmenté de l'ordre de 3 à 6 unités selon qu'on soit maigre ou obèse. Là encore, si je vous parle de ça, c'est simplement parce que l'interaction avec l'environnement était si évidente. Nous avons voulu regarder dans nos populations ce que faisaient les personnes que nous étudions, s'ils avaient une activité physique ou pas. Et on s'est aperçu qu'en fait, ce qui est bien connu normalement, c'est qu'une activité physique est associée à une diminution du poids. Eh bien, pour ceux qui avaient cette mutation, l'activité physique n'avait aucun effet. Et donc, ce gène produit une obésité en supprimant l'effet bénéfique de l'activité physique chez ceux qui sont porteurs de cette mutation. Tout ça pour dire que les choses sont compliquées et que pour comprendre l'effet d'un gène, il faut bien comprendre l'interaction avec l'environnement auquel est soumis l'individu que l'on étudie. Je pense que dans les prochaines années, nous serons capables d'identifier la plupart des gènes responsables de l'obésité. Un peu partout dans le monde sont mobilisées des équipes de chercheurs qui étudient systématiquement le génome de populations un peu partout, américaines, japonaises, françaises, anglaises et un petit peu partout. Des premiers gènes ont été localisés sur différentes régions du génome, en particulier sur le chromosome 2, le chromosome 10, le chromosome 20. Et de manière un peu surprenante, nous sommes aperçus que ce soit dans la population américaine, que ce soit dans la population française, la population allemande, c'était à peu près toujours les mêmes gènes qui ressortaient. Et donc, les gènes qui semblent jouer un rôle très important dans la survenue de l'obésité sont les mêmes dans toute la population humaine. Et ceci va être important pour nous, car l'identification de ces gènes, et en particulier de celui qui est très important, situé sur le chromosome 10, qui a été retrouvé dans la population française et allemande, peut nous donner des pistes très importantes pour comprendre l'obésité et mettre à profit ces résultats pour découvrir de nouveaux traitements. En France, il y a quelques années, nous avons aussi organisé une campagne pour recruter des familles avec des enfants obèses. Les résultats vont sortir bientôt. Les premiers résultats semblent montrer qu'il existe des gènes de prédisposition à l'obésité de l'enfant. Et là encore, on pourra utiliser ces résultats pour mieux prévenir cette maladie. Je voudrais finir en disant deux choses. Une des choses les plus importantes de cette année, l'année 2000, va être le décryptage total du génome humain et donc la découverte, l'identification des 100 000 gènes humains. Ce travail fondamental va avoir des conséquences directes sur le travail des généticiens des maladies comme l'obésité et devrait nous aider très fortement à identifier ces gènes dans les prochaines années. La deuxième chose que je veux dire, c'est à propos des traitements. Il n'existe aujourd'hui aucun traitement efficace de l'obésité, rien qui permette à quelqu'un d'extrêmement obèse de perdre son obésité dans les prochaines années et de maintenir un poids normal. Il existe beaucoup de traitements de charlatans. Ceci est une affiche des années 20. Mais vous pouvez lire dans beaucoup de journaux des publicités qui ressemblent à ce genre d'affiches. Et ces produits de charlatans, nous l'espérons, avec les progrès de la science et la connaissance des déterminismes de l'obésité, ces produits charlatans devraient disparaître pour qu'apparaissent des drogues enfin efficaces. Ce que nous cherchons à faire par la génétique, ce n'est pas de mettre les gens en fiche, ce n'est pas de dire vous êtes prédestiné, on ne pourra rien faire, simplement augmenter votre prime d'assurance. C'est simplement de permettre à chacun de connaître ses risques, de gérer sa vie en fonction de ses risques, et puis de permettre à la science, à la médecine de découvrir les médicaments de demain à partir des connaissances génétiques. Il existe une nouvelle science qui s'appelle la nutrigénétique.
si nous réussissons à développer cette science, nous pourrons proposer des approches personnalisées, que ce soit des régimes beaucoup plus personnalisés ou des conseils personnalisés, donner le médicament qu'il faut s'il y a vraiment besoin d'un médicament pour prévenir l'obésité ou pour mieux la traiter. Et je terminerai en rappelant ce qu'a dit l'Organisation mondiale de la santé sur le risque de l'obésité. Si on veut véritablement éviter que nos enfants deviennent obèses, et avec cette obésité, que le diabète, que les maladies coronariennes apparaissent de plus en plus tôt dans la vie et empoisonnent la vie de nos enfants, il faut se mobiliser. Et je crois que c'est ce que nous pouvons faire aujourd'hui avec la science, mais aussi dans des campagnes publiques. Je vous ai parlé de la malbouffe, je vous ai parlé du tout-voiture. C'est aussi important de lutter contre ces phénomènes que de découvrir les gènes de l'obésité. Je vous remercie. Nous remercions le Dr Philippe Frogel. Nous allons passer à 20 minutes de questions. Je rappelle que nous devons impérativement rendre l'amphithéâtre à 45 parce qu'il y a un cours juste après. Voilà, donc première question là-haut. Merci. Oui, bonjour monsieur. Moi, je travaille dans le service de médecine du sport du professeur Pérez à la Pitié-Salpêtrière. Vous avez défini l'obésité par rapport au BMI, enfin IMC en français. N'est-il pas plus judicieux d'utiliser la mesure du pli cutané, puisque la masse maigre pèse plus lourd que la masse grasse, et pour toute une frange de la population, le BMI n'est pas adapté? Je pense notamment aux boxeurs, bodybuilders, danseuses d'opéra, marathoniens, etc. Deuxième petite question. En consultation, parce que je donne moi-même des consultations, nous avons constaté que nous avons des obèses qui consomment 1500 calories par jour. Parfois, habitude de vie oblige, avec une seule prise alimentaire. Nous obtenons de bons résultats en augmentant cet apport énergétique, en la répartissant en 4 prises, et surtout en augmentant l'apport en protéines d'origine animale à 1,2 voire 1,5 g par kilo de poids et par jour, tout en maintenant leur activité physique. Ne pensez-vous pas qu'il est réducteur de parler de déséquilibre énergétique en parlant d'obésité? Je suis d'accord. Tout d'abord, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de danseuses d'opéra ni de joueurs de football américains ici. Et donc, j'ai donné une mesure de l'adiposité que chacun pouvait faire très facilement et avec une petite calculette. Et donc, ceci n'a qu'une valeur, bien entendu, indicative. Un rugbyman peut avoir un index de masse corporelle élevé et être tout en muscle. Cela dit, pour 80% de la population, ce genre d'indicateur est utile. Pour la deuxième partie de votre question, là encore, je suis d'accord avec vous. Beaucoup de gens grossissent en mangeant de moins en moins. C'est quelque chose qui est bien connu des nutritionnistes. Et la raison est très simple, c'est que plus on diminue son apport alimentaire, plus l'organisme se met en défense et diminue ses dépenses. Et on arrive très, très fréquemment à avoir des personnes, souvent des femmes d'une cinquantaine d'années, qui viennent en consultation, qui grossissent de 3, 4, 5 kilos par an et qui mangent de moins en moins. Et si on arrive à les réadapter à un régime normal, eh bien, on arrive soit à stabiliser, voire même à faire baisser un petit peu leur poids. Et donc, il faut se méfier, comme de la peste, des régimes qui, en fin de compte, arrivent simplement à faire grossir les gens. Et une nourriture équilibrée avec une activité physique est probablement ce qu'il y a de plus efficace. Cela dit, il n'y a pas de solution miracle. Les différentes propositions de faire de diviser par 4 l'apport alimentaire, de rajouter des protéines, tout ça fonctionne chez certaines personnes et pas chez d'autres. Ce que nous espérons dans les prochaines années, c'est être capable d'indiquer à chacun quelle est la meilleure façon de procéder et donc de faciliter la prise en charge des personnes en surpoids.
Que pensez-vous de populations qui, en principe, ne viennent pas vous voir parce qu'elles mangent beaucoup, elles ne grossissent pas? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Il y a une espèce d'injustice là-dedans qui est manifeste. D'autre part, je voulais vous demander quelle est l'action des neuroleptiques sur l'obésité. Alors, l'injustice divine n'est pas de mon ressort. Ce que je peux dire, c'est que ces personnes qui ne grossissent pas en vieillissant et qui mangent correctement, voire beaucoup, existent. Elles existent tellement que nous avons décidé, nous, de faire un programme d'études spécifiquement de ces personnes. Et ici, puisque nous sommes au Conservatoire national des arts et métiers, il existe une étude d'épidémiologie qui s'appelle Suvimax, organisée par le CNAM, sur 15 000 personnes en France, dont un certain nombre répondent à ces caractéristiques-là. Et nous allons essayer de les étudier. Et nous pensons que ces personnes qui sont des mauvais répondeurs au régime obésogène, donc des résistants à l'obésité, sont au moins aussi utiles pour faire progresser la médecine de l'obésité que de travailler sur ceux qui sont en surpoids. La difficulté, c'est comme vous l'avez dit, ils ne viennent pas nous voir. Donc nous allons peut-être essayer d'organiser une campagne publique pour leur demander de se faire connaître, parce que c'est probablement la seule façon de les connaître. Si vous êtes dans ce cas, vous pouvez nous écrire. En ce qui concerne les neuroleptiques, il y a deux façons de répondre à ça. Tous les médicaments qui interviennent sur le cerveau interviennent aussi sur la prise alimentaire. Et il est bien connu qu'il existe une obésité associée aux maladies mentales et en particulièrement à ceux qui sont soignés par des neuroleptiques. Cela dit, il y a une autre explication qui serait que, sur le plan des causes, les troubles du comportement alimentaire et certaines maladies mentales pourraient avoir une origine qui est assez proche. Et donc, l'effet attribué aux neuroleptiques serait coïncidental, et c'est tout simplement parce que les deux maladies, dans certains cas, pourraient avoir des causes identiques. Je vous ai parlé d'un gène d'obésité sur le chromosome 10. D'autres équipes ont identifié au même endroit un gène de dépression. Et si les gènes étaient identiques, on pourrait peut-être imaginer des causes communes. Il faut savoir que l'obésité est une cause majeure de dépression, je ne l'ai pas signalé, et que les grands obèses sont en général sont très souvent, hélas, très déprimés. Je voudrais vous demander, dans une aberration chromosomique qui semble un peu plus fréquente qu'on ne le pensait actuellement, autrefois, le syndrome de Prader-Willi, on observe des obésités extrêmement importantes qui semblent dues à une disparition du sens de la satiété avec l'apparition d'un diabète. Il y a d'autres, une arriération mentale, etc. Et chez ces enfants, à votre avis, quel est le mécanisme de cette obésité qui est extrêmement grave? Alors, le gène de Willy Prader a été localisé, mais n'est pas encore identifié. C'est extrêmement difficile de l'identifier parce que le mécanisme de transmission est particulièrement compliqué. Il y a ce qu'on appelle des mécanismes d'empreinte génomique, c'est-à-dire que selon qu'on reçoit le gène malade de son père ou de sa mère, la maladie va ou ne va pas apparaître. Et ceci, jusqu'à présent, a beaucoup compliqué le travail des généticiens qui travaillaient sur un petit nombre de familles, puisque cette maladie est très rare. Moi, j'attends avec impatience que le gène soit identifié, et, parce que je crois que ça nous apportera beaucoup dans la compréhension des mécanismes de régulation de la satiété et donc du poids. Il y a plusieurs types, mais il existe effectivement différentes anomalies. Il y a d'autres anomalies chromosomiques, des anomalies chromosomiques qui ont été identifiées avec des obésités associées. Et je crois que de travailler sur ces formes très rares pourra permettre de faire des très grands progrès.
Je voudrais insister sur une chose, il y a une injustice pour ceux qui ont ces anomalies génétiques extrêmement rares et extrêmement graves. En fait, nous les chercheurs, dans la plupart des cas, nous arrivons à identifier les anomalies génétiques, mais nous avons des difficultés extraordinaires à les soigner. J'ai donné quelques exemples favorables. Mais le travail sur ces formes génétiques très rares peut faire progresser l'ensemble de la médecine et nous permettre de découvrir les médicaments qui seront efficaces dans l'obésité commune. Par contre, dans ces formes très rares, notamment les anomalies chromosomiques, on peut se demander comment on pourrait les soigner. Je voudrais savoir que dans l'enquête de mortalité qui a eu lieu récemment, enfin, on a vu quelques résultats dans le monde, est-ce que l'obésité a été considérée comme un facteur de risque? Est-ce qu'elle a été quantifiée? Est-ce que... Je ne sais pas de quelle étude vous parlez. Ce que je peux vous dire, c'est que l'obésité est un facteur de risque extrêmement important dans toutes les études épidémiologiques qui ont été faites dans les dernières années, mais que c'est aussi un facteur qui n'est pas pris en compte assez par la médecine et par les pouvoirs publics. Ce que nous devons tous savoir, c'est qu'il existe dans notre pays actuellement aucun crédit pour rechercher les causes de l'obésité, aucun programme gouvernemental sur l'obésité, et que la recherche n'est pas tout, mais sans la recherche, je crois qu'il n'y aura pas de progrès et que les médicaments de l'obésité ne seront jamais découverts. Et donc, je crois qu'il est véritablement important qu'il y ait cette mobilisation pour comprendre l'obésité, particulièrement l'obésité de l'enfant, et pour qu'il y ait des crédits de recherche publique pour comprendre les causes de l'obésité. Je ne prêche pas que pour la génétique n'est qu'un aspect, mais la recherche médicale doit être favorisée par les États, les gouvernements, sinon je ne pense pas que les sociétés pharmaceutiques toutes seules puissent faire avancer le progrès médical sans recherche publique. Je voudrais poser une question à propos, non pas directement de l'obésité, mais de ce que vous avez annoncé comme découverte relative à l'obésité, parce que je voudrais savoir quel est le rapport entre ces différents éléments dont vous avez parlé, hormones, je ne peux pas les répéter tous, chromosomes, etc. Quelle pourrait être l'incidence de tous ces facteurs dans les accidents qui surviennent à la suite d'obésité lorsqu'on essaie de la masquer par l'hyposuction qui se termine par le coma, et des comas très graves, et la mort quelquefois. Est-ce que le fait d'aller si vite dans le traitement de cette graisse supplémentaire, est-ce que ça entraîne, disons, l'absence de facteurs dont vous avez parlé, si brutaux qu'on arrive au coma, puisque vous avez signalé justement ce qui passe dans le cerveau à partir des différents éléments dont vous nous avez entretenus. Est-ce que vous savez si on traite ce problème-là dans le cas de l'obésité? Je ne peux pas répondre directement à votre question, je peux simplement... J'ai une remarque à propos de ça. Aujourd'hui, les seuls traitements efficaces de l'obésité sont des traitements chirurgicaux mutilateurs qui consistent soit à enlever une grande partie de la graisse, soit à couper l'estomac et à maintenir un estomac de petite taille pour diminuer la prise alimentaire. Ces traitements sont barbares, même s'ils sont relativement efficaces, et ne font que masquer notre ignorance de la maladie. Et je crois que si on est obligé dans certains cas, dans les obésités massives, de faire ce genre de choses, on ne doit pas s'en féliciter et on doit avant tout essayer de comprendre pourquoi on devient obèse, le prévenir le plus tôt possible et intervenir beaucoup plus rapidement. Le bistouri n'est pas la réponse à l'épidémie d'obésité dans le monde.
Oui, bonsoir monsieur. On a vu une diapositive sur les risques par rapport à la parenté. Bon, on a vu quand il n'y avait pas de parents, j'ai pas noté les chiffres, ça doit être 28% ou un truc comme ça. Quand il y a un des deux parents qui sont obèses, il y a 62 ou 61, je sais plus. Mais on n'a pas vu un chiffre clé. Quand les deux parents sont obèses, c'est combien le chiffre? 100%? 80%. Merci. C'est pas bon. Il y a même une étude américaine récente qui montre que dans les familles dans lesquelles il n'existe aucun cas d'obésité, sauf un enfant qui est en surpoids vers l'âge de 8-9 ans, le risque pour cet enfant de devenir obèse à l'âge adulte est de 10%, contre effectivement 80% dans le cas où ses deux parents sont obèses. Bien entendu, risque familial ne signifie pas uniquement risque génétique, parce que nous partageons avec nos enfants autre chose que des gènes, mais il semble bien, différentes façons d'étudier ça, il semble bien que le rôle des gènes soit malgré tout prépondérant par rapport à l'ensemble des choses que nous partageons avec nos enfants. Bien, je voulais vous remercier déjà pour votre conférence qui était très riche d'une part. Et d'autre part, je voulais soumettre une suggestion, à savoir que l'on s'attache à rechercher les causes au niveau des gènes, mais je pense qu'il y a aussi une recherche à faire au niveau de l'alimentation. Et bizarrement, moi, j'ai relevé une augmentation assez importante au niveau justement de l'industrialisation de l'alimentation. Et par observation expérience, lorsqu'on revient à une alimentation plus naturelle, moins industrialisée, il y a quand même une pathologie de l'obésité qui diminue, voire disparaît. Au niveau de l'expérience. Je crois effectivement que l'industrialisation de notre alimentation n'est qu'un aspect de modification des modes de vie et de la mondialisation des modes de vie américains. Et la nourriture toute prête, la nourriture trop riche en graisse, va de pair avec le tout-voiture et donc la diminution des dépenses énergétiques. Et c'est l'ensemble qu'il faut revoir si on veut éviter cette explosion de l'obésité. Et ça passe par beaucoup de choses, y compris s'intéresser aux cantines scolaires, faire que la nourriture dans la cantine scolaire soit meilleure, soit moins chère et soit accessible à tout le monde. Ça fait partie des choses qu'il faut faire si on veut contrôler l'obésité. Ça veut dire aussi se battre avec les sociétés agroalimentaires européennes. Il n'y a pas que McDonald's et Coca-Cola pour effectivement qu'ils évitent de matraquer nos enfants avec des publicités pour de la junk food. Mais ça, c'est peut-être probablement quelque chose à voir aussi avec les pouvoirs publics. Il faut, comme je crois vraiment que le faire, il faut absolument qu'il y ait une mobilisation de tout le monde si on veut faire reculer l'obésité. Je voudrais dire que ceci est possible, cela a été fait en Finlande, pays de 5 millions d'habitants, qui a eu un programme très volontaire et volontariste contre l'obésité de l'enfant, et le nombre d'enfants obèses a diminué en Finlande dans les 5 dernières années. Ce qu'ont fait les Finlandais, on devrait être capable de le faire en France. Encore faut-il le vouloir. Je voulais simplement vous poser une question. Je voudrais savoir si Suvimax est un traitement contre l'obésité ou une étude. Non, Suvimax est une étude épidémiologique, c'est-à-dire une étude des comportements alimentaires des Français et des conséquences des comportements alimentaires sur leur santé, le poids n'étant qu'un élément de leur santé. Je crois que si on veut avoir une politique de santé correcte, il faut encore savoir quelle est la santé des Français. Je voudrais faire remarquer que Suvimax, qui est une étude extraordinaire, a été financée quasiment uniquement par des fonds privés, sans le soutien des grands organismes de recherche. Et là encore, tant qu'il n'y aura pas une volonté des pouvoirs publics de soutenir ce type de recherche, on ne saura pas effectivement quelles sont les causes de l'obésité et des maladies cardiovasculaires en France, et on ne pourra pas lutter contre ces facteurs avec efficacité. Donc Suvimax est une étude épidémiologique. À partir de ces résultats, on pourra en déduire un certain nombre de choses et des recommandations pour la santé. Merci.
Une question sur le... Tout à fait. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Au départ, et c'est l'objectif numéro 1 de Suvimax, c'est de regarder l'effet des supplémentations. Mais il a été possible d'utiliser la cohorte Suvimax pour répondre à des questions à laquelle on ne pouvait pas répondre jusqu'à présent, et c'est l'un des grands intérêts de l'étude Suvimax. Mais vous avez tout à fait raison, sur la calvitie aussi. C'est une question qui est la conséquence... Est-ce que les gens absorbent quelque chose? Comment? Est-ce que les gens absorbent quelque chose ou pas? Parce que je connais quelqu'un. Dans Suvimax, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des suppléments? Attendez, allô, une question s'il vous plaît. Une question concernant les conséquences de l'obésité, qui est le diabète. À quand existera-t-il un traitement moins contraignant que ceux existants actuellement? Contre quoi? Contre le diabète? C'est la dernière question. Excusez-moi, mais il est très tard. Écoutez, je ne sais pas quand il existera des traitements moins contraignants contre le diabète. Et je dirais simplement que la meilleure chose à faire pour lutter contre le diabète, c'est éviter qu'il apparaisse. Et que la lutte contre l'obésité, aujourd'hui, est le meilleur moyen de prévenir le diabète. Quant au traitement de l'obésité, c'est une autre chose. Il y a des progrès qui seront faits. Je ne sais pas exactement ce que ça va donner.